un roman dont plus personne ne parle, mais on le vend en livre de poche, d'ailleurs celui que j'avais, mais je ne l'ai plus jamais retrouvé, j'ai dû le prêter à quelqu'un. Il n'y aura pas de lien. Bon, qu'est-ce que c'est que le roman de la Rose? En principe, c'est le premier roman qui a été rédigé en français, donc c'est peut-être le plus ancien, c'est tout de même intéressant, il date du milieu du XIIIe siècle. Et ce roman de la Rose est un vaste poème. Ce ne sont que des, excusez-moi, c'est de la poésie qui rime. Donc ce sont toutes des, il y a 28 000 vers dans le roman de la Rose quand vous l'avez complètement à côté de vous. Bien sûr, on ne va pas voir ces 28 000 vers. Alors, ce roman de la Rose a été rédigé par deux auteurs. Le premier, c'est Guillaume de Loris, avec deux R, qui a écrit le roman de la Rose entre 1225 et 1240. 4000 vers il a écrit, c'est quand même pas mal, qui est le début de l'ouvrage, mais on ne sait absolument rien ni de l'auteur, on ne connaît même pas son nom, parce que de Loris, c'est un pseudonyme. Les auteurs écrivaient souvent, si pas toujours, avec des pseudonymes, parce que l'Inquisition était très méchante, l'Inquisition de l'Église, ce qui veut dire que l'Église lit le livre en premier lieu, il y avait des titres comme ça, qui se trouvaient généralement dans des couvents, et il suffit d'avoir une phrase, deux phrases en contradiction avec l'Église, et on confisquait le livre, pour commencer. Il y avait des copistes, bien sûr, puisque l'imprimerie n'existait pas, mais l'homme était condamné par l'Inquisition de l'Église, ce qui veut dire qu'il ne pouvait plus écrire, il ne pouvait plus enseigner, s'il était théologue par exemple, il ne pouvait plus enseigner, et la troisième étape, bon, on vous arrêtait, on vous brûlait sur la place du marché. Donc, c'est très important, ce roman de la Rose. Le premier, je vous le dis, on ne sait rien de son nom, sinon que Loris, ça doit être, je pense que c'est, si j'ai bien, donnez-moi une localité, dans la Loire, dans le Val-de-Loire, je pense, je ne l'ai plus vérifié. Il y en a un deuxième qui est Jean de Meung, F-E-U-N-G. Meung, c'est un lieu de baptême, c'est là qu'il est né, en Meung, ça se trouve également dans la vallée de la Loire. Et son nom réel, c'est Clopinel. C'est un peu comique, là, Clopinel. Il est né en 1240 et il est mort en 1305, c'est-à-dire 2 ans avant l'arrestation des Templiers. Le Jean de Meung est l'auteur également d'un traité d'alchimie qui a été confisqué, l'Église lui en voulait un petit peu, ça a été confisqué à plusieurs reprises, et curieusement, dans le roman de la Rose, eh bien, Clopinel nous parle d'un troisième auteur. Un troisième auteur que l'on ne connaît pas, qui s'appelait Guillaume de Saint-Amour. Ah, c'est un beau nom. Guillaume de Saint-Amour. Malheureusement, cet homme a été condamné plusieurs fois par l'Inquisition. Alors, le grand problème, il s'est autorisé à prendre un pseudonyme, parce que Guillaume de Saint-Amour, ça sent le pseudonyme, mais son nom, on ne connaît pas non plus. Tout ça est resté très secret. Ce que nous allons voir ici, dans ce roman de la Rose, nous allons voir, oui, je veux dire que ce roman de la Rose, c'est crypté du début à la fin. Il y a des tas de choses à retrouver, mais je suis certain que ça va vous agacer, si nous devons donner un séminaire sur le roman de la Rose. Parce qu'il faut prendre certains vers et il faut les adapter. Nous allons faire un seul exercice. Nous allons voir si Guillaume de Saint-Amour a bien travaillé au roman de la Rose. Il faut lire tous les vers, et de temps en temps, il y en a un qui vous attire, qui vous interpelle, et il faut le noter. Le noter et l'étudier. C'est un travail, il y a longtemps que j'ai vu ça, vous serez peut-être, vous viendrez peut-être en aide, parce qu'on emploie beaucoup les mathématiques
dans ce roman et en mathématiques, je suis absolument nul. Et vous allez m'aider parce qu'il y a des mathématiciens, pas vous, notamment notre ami Philippe, j'ai besoin de toi aujourd'hui. Bon, donc ce roman de la Rose a été rédigé en gros entre 1270 et 1305, c'est-à-dire 2 ans, je vous l'ai dit, avant l'arrestation des Templiers. On parle des Templiers, hein, l'auteur en parle, je n'ai pas donné le nom, hein, l'auteur en parle des Templiers, mais il parle de la condamnation en 1307. Donc, le chiffre 1305, il faut l'oublier. Hein, ce qui est écrit sous l'œuvre, sur les copies, on parle de 1305, non, c'est 1307, puisque un des co-auteurs nous parle de l'arrestation des Templiers en 1307. Nous allons commencer par étudier la première partie qu'a donc écrit Guillaume de Lorris, et l'action est à la fois simple et compliquée. C'est un vaste poème. Alors que dit ce poème dans la première partie de Guillaume de Lorris, parce que je crois qu'il sera question uniquement de cet auteur-là, j'allais dire relevé du rideau, mais c'est presque ça. Il y a un jeune homme qui rêve. Hein? Alors ça se passe un matin du mois de mai, et ce jeune homme, en se promenant, se retrouve devant un jardin clos. Vous voyez, vous avez déjà un élément qu'on n'étudiera pas, vous avez déjà le jardin clos, hein, le jardin des Hespérides, les arbres qui s'y trouvent, hein, le jardin clos, le couvent pour les petites sœurs, etc., etc., etc. Mais on ne va pas faire cette étude-là, parce que ça serait beaucoup trop long. On fera plus simple. Donc, ce garçon, ce jeune homme, arrive devant un jardin clos, et ce jardin clos est entouré de hautes murailles. Et sur ces murailles, eh bien, il découvre des allégories qui sont peintes. Les allégories, eh bien, d'un côté, il y a les vices, et de l'autre côté, il y a les misères. 10 allégories qui se présentent à nous. C'est intéressant parce qu'on va en parler pendant tout l'ensemble, pendant tout le cours du roman de la Rose. Alors que fait-il? Il veut absolument voir ce qui se passe derrière ces murailles, et il frappe à la porte. Il y a quelqu'un qui vient lui ouvrir, c'est quelqu'un du sexe féminin qui s'appelle Dame Oiseuse, et lui ouvre la porte. Elle lui apprend qu'il ne peut pas, en principe, pénétrer dans ce jardin clos. Et elle lui dit que le verger appartient à un privé qui s'appelle Déduit. Bon, le personnage qui possède ce jardin clos et cette muraille où sont peints ces allégories. Alors, Déduit apparaît, il ne se présente pas au jeune homme, le jeune rêveur, mais il conduit une danse. Il y a des personnages qui vont danser. Le jeune homme ne s'occupe pas, dans un premier temps, de ces danseurs. Seulement, il voit dans le fond qu'il y a une fontaine. Une fontaine, c'est toujours très agréable. Hein, une fontaine, c'est une source. Et cette fontaine se trouve en dessous d'un pin. En dessous d'un pin. Ce qui veut dire qu'on a déjà plusieurs éléments. On a ce jardin clos. Maintenant, on a une fontaine, et cette fontaine se trouve en dessous d'un pin. Il y a quelque chose qui doit nous interpeller ici, le pain. Le pain, eh bien, à une certaine saison, il perd ses pommes de pain. Et la pomme de pain est un symbole de l'immortalité. Hein, ce que je dis qu'une pomme de pain vit toujours. Hein, ça se referme, ça s'ouvre. Donc, un symbole d'immortalité. Alors, il se rafraîchit à cette fontaine, plutôt à ce puits, et lorsqu'il met la main sur la margelle du puits, eh bien,
il y a une inscription. Les puits, vous savez, étaient souvent, il y avait toujours eu une inscription sur la margelle d'un puits. Elle devient rare, je crois qu'à Paris, il y en a encore une. Alors, il apprend par cette indication que les gens, les propriétaires successifs de ce clos, eh bien, ils parlent de Narcisse. Narcisse, c'est celui qui se mirait dans l'eau d'un puits. Ah, il n'arrêtait pas de se regarder, il se trouvait très beau. Et il apprend que Narcisse est mort à cet endroit privé. Je parle de cette margelle. Cette margelle va prendre certainement une dizaine de pages, livre de poche, dans le livre. Hein. C'est pour ça qu'on passe aux éléments beaucoup plus vite qu'on devrait le faire. Il se penche dans ce puits et il découvre un bouton de rose. Vous avez également un symbole qui était le plus beau des symboles. La rose, c'est la connaissance. Donc il se penche sur le puits et il y a un bouton de rose. Mais le jeune homme est épié. Il est épié par un autre personnage qui s'appelle Amour. Vous représentez l'amour de toutes les façons que vous voulez, mais la plus célèbre, c'est le petit amour qui lance des flèches. C'est peut-être de là que ça vient, cette histoire au XIIIe siècle, l'amour qui lance des flèches, mais il lance des flèches qui produisent un effet sur la personne, c'est-à-dire les flèches font aimer. Les flèches vont apprendre l'amour. C'est une image qu'on a toujours employée actuellement encore, mais ça vient du roman de la rose. Hein, on n'a pas inventé ça. Alors, l'amour, qui peut être un ange par exemple, l'amour va sermonner le rêveur, hein, que pour atteindre cette rose, eh bien, il sera obligé de franchir une haie. Ça, c'est l'obligation. Alors arrive un autre personnage qui s'appelle Bel-Accueil, et Bel-Accueil prie le jeune homme de se rendre, parce qu'il est hésitant, prie ce jeune homme de se rendre au bord du puits, mais un autre personnage qui s'appelle Danger, hein, Danger, essaye de l'en dissuader. Aussitôt, un autre personnage entre en jeu, le personnage s'appelle Jalousie. Et Jalousie décide de faire construire une tour pour enfermer cette rose. La tour, bien sûr, est un élément symbolique. Il y a 4 fenêtres, il y a 4 portes. Hein, le chiffre est déjà très symbolique en lui. La rose sera donc enfermée et gardée contre l'entreprise de l'amant. Maintenant, ce jeune homme prend le nom de l'amant, puisqu'on n'a pas encore parlé du nom de ce jeune homme, ce jeune rêveur. Eh bien, il deviendra ici, dans ce roman, il deviendra l'amant. Et il se désespère. Il se désespère, pourquoi? Parce que cette rose n'est plus accessible. Quelqu'un l'a enfermée dans une tour. Alors, je reviens à notre cours précédent, où on a parlé de Perceval. Eh bien, on retrouve des traces de ce cycle du Graal, souvenez-vous. Perceval qui rencontre Blanchefleur, hein, et essaie de la garder près de lui, mais elle est inaccessible. Vous voyez qu'on retrouve là, au XIIIe siècle, un élément qui vient du Perceval le Gallois. La rose n'est pas seulement le symbole de la connaissance, mais de la gnose également. Hein, il en est question ici. Il est question de la gnose dans le roman de la rose également. Alors l'amant devra faire toute sa route, il devra l'examiner, il devra être très prudent, mais ce chemin qu'il va parcourir pour arriver à la rose, eh bien, c'est tout simplement l'initiation. Voilà encore un symbole. La fontaine s'appelle le miroir Périlleux. Le miroir Périlleux est un symbole de vérité, c'est-à-dire un symbole de vie. En quelque sorte, cette fontaine se trouve en plein milieu du paradis terrestre. C'est l'image qu'on doit se faire
de cette fontaine. Pour atteindre la connaissance, il faut se purifier dans cette fontaine. Imaginez-vous, on retrouve les éléments du paradis terrestre. Ici, c'est la fontaine, le paradis terrestre, c'est le fameux pommier. Le sens est le même. Alors, la fontaine, en quelque sorte, montre à l'amant le chemin de la rose. Et l'amant se penche maintenant sur la fontaine et il s'imagine, la rose a disparu, mais il s'imagine une voie, une vérité, c'est-à-dire la vie. Il y aura un reflet dans cette fontaine où est mort Narcisse, il y aura un reflet qui va lui annoncer la vérité, la voie et la vie. En quelque sorte, cette fontaine, c'est l'eau de jouvence. En alchimie, l'eau de jouvence. L'immortalité également. C'est ça le travail de l'eau de jouvence. Donc, l'eau de jouvence, en alchimie, c'est-à-dire l'eau qui va vous donner l'immortalité. Voilà un début. Un début. Mais il faut savoir que cette cryptologie, parce que c'est ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est la première fois que dans une chanson, parce que le roman de la Rose, c'est une chanson, finalement, avec tous les vers qu'on y trouve, c'est la première fois qu'on emploie la cryptographie dans une chanson. Ça veut dire, la cryptographie, il va falloir trouver un message qui va nous envoyer vers la connaissance, mais d'une chose assez exceptionnelle, vous allez le voir, si on réussit l'exercice, parce que c'est un peu périlleux cette histoire. Donc la première fois qu'une chanson, qu'on trouve dans la chanson un message. Nous ne sommes plus à l'ère de la construction des cathédrales, où on lance des messages dans la pierre. Non, ce sera maintenant des écrits. Plus tard, il y aura la Bible qui sera imprimée par Gutenberg, et il y aura d'autres livres aussi, il y aura l'œuvre de Rabelais notamment, que nous verrons une prochaine fois. Eh bien, ce sont des vers, la rythmique des vers, nous y trouverons des messages. La rythmique existe, on ne la connaît pas, mais elle existe, et cette rythmique va vous donner des éléments pour cacher une chose, une action, un site, un lieu, un nom. C'est le but de certains passages que nous allons voir du roman de la Rose. Donc, c'est un roman, c'est une action. Le miroir en question s'appelle le miroir périlleux. Je crois que je vous l'ai dit déjà tout à l'heure. Et il y a une épigraphe qui est indiquée, vous l'avez devant vous, Si mori libios narcissus. C'est la première ligne. Il faut, dans un premier temps, il faut étudier le chronogramme. Donc, la première action, le premier but, il faut étudier ce que veut dire sur la margelle ce chronogramme. Chronos, le temps, en grec, gramma, la lettre. Donc, il s'agit d'un chronogramme parce qu'il y a des chiffres à étudier. Un cryptogramme peut être valable, mais un cryptogramme, c'est la langue, les mots. Ça, c'est la grande différence. Alors, il suffit de prendre, comme nous l'avons déjà fait d'ailleurs, le message qui se trouve sous la margelle, et il faut en retirer les lettres qui correspondent aux chiffres romains. I égale 5. Le J, s'il y avait le J, égale 1. L'Y également égale 5. Et le W, 10. C'est comme ça, les chiffres romains complémentaires. On n'a pas ce cas ici. Ça nous donnera, si vous comptez bien, 1265. Il faut retenir cette date. Ici, c'est un cryptogramme. Il suffit d'extraire toutes les lettres qui correspondent aux chiffres romains. 1265. C'est une date qu'il faut retenir. Mais je sais que c'est du Picard. Mais je ne sais pas pourquoi. Donc il se peut qu'il y ait, dans le roman de la Rose, il se peut qu'il y ait un Picard qui a travaillé à l'ouvrage, j'en suis même certain. 1265. Cette date, il ne faut pas l'oublier, elle est importante, mais il faut la mettre sous le côté, parce qu'on va l'employer plus tard. Alors,
L'usage, donc je vous l'ai dit, voulait que lorsqu'il y avait un puits, le puits c'est quelque chose de très important, et il y avait une margelle, et on indiquait une phrase comme celle que vous venez d'entendre. Si vous allez au parc de Bruxelles, il y a dans le fond d'un ravin, il y a une ancienne fontaine où le tsar de Russie est venu s'abreuver. C'est toute une autre histoire. Eh bien, ça s'est passé en 1717, et sur la margelle, eh bien, du puits, c'est plus un beau puits, hein, il n'y a plus d'eau, plus rien, même il y a de la boue. Eh bien, il y a ce style de chronogramme qui permet de trouver 1717, le passage du tsar Pierre le Grand à Bruxelles. Curieusement, ce 1717 correspond également à la création de la première loge maçonnique. Y a-t-il un rapport? C'est ce qu'il avait fait, oui. Je ne sais pas. Mais je me suis souvent posé la question. Alors, le parc de Bruxelles est quelque chose de très symbolique parce que la recherche du parc de Bruxelles, que ce soit dans n'importe quel domaine, est très simple, puisque nous partons dans ce ravin avec une fontaine, avec la margelle, mais une fontaine qui est carrée. Oui. Vous passez, vous sortez de ce ravin et vous avez devant vous un étang qui est octogonal, c'est-à-dire le passage du carré qui se trouve dans le ravin vers l'octogonal. C'est la ligne que l'on prend quand on veut s'initier. Et dans le fond du parc, il y a un autre bassin qui est rond. C'est-à-dire que vous avez obtenu maintenant la connaissance. Ce parc de Bruxelles a été conçu pour faire comprendre ces éléments. Ce n'est pas à la olé olé qu'on a placé ça. C'est important. Voilà la marge qu'il faut suivre. Voilà les chiffres qu'il faut s'imposer. 4, 8 et 12. Ça sera toujours la même chose. Le pied des fonds baptismaux est toujours, pas toujours, j'exagère, est fait de 4 côtés. C'est un octogone qui vous reçoit. C'est le rond à l'endroit où vous proposez l'enfant qui va se faire baptiser. Il y a encore d'autres exemples, mais je crois que le parc de Bruxelles est là. C'est très intéressant. Reste à voir ceux qui ont conçu le parc de Bruxelles. En faisant comme cela, en pratiquant de cette façon-là, il y a une idée qui s'en dégage, bien sûr. C'est un autre travail. 1265, nous avons trouvé cette date. Eh bien, il se peut, je dis bien il se peut, que ce soit la date où la première partie du roman de la Rose a été rédigée. Je propose première partie parce que dans les dates, nous n'y sommes absolument pas. Rien n'est daté, on doute des noms, ceux qui ont participé à ce roman, donc on sait vraiment peu de choses. C'est une supposition. Alors, le cryptologue va se trouver devant ce texte, sous la margelle, un petit peu comme l'amant. Après cela, eh bien, l'amant va se retrouver devant l'enceinte du jardin, en quelque sorte, où la vérité est cachée. Dans l'enceinte du jardin, à l'intérieur, il y a bien sûr la fontaine. Nous avons fait de la cryptographie. Maintenant, nous allons faire autre chose. Nous allons employer la même cryptographie, mais nous allons maintenant la numéroter. Nous n'allons plus retrouver, nous n'allons plus reprendre les chiffres romains. On va faire quelque chose qui est très simple. Nous allons numéroter les lettres qui composent, vous avez ça devant vous, qui composent également la formule. Donc vous avez de 1, à partir de 1, vous n'employez plus les chiffres romains. Vous faites une longueur, Simori Libi, la longueur totale, et vous comptez les lettres. Ça, c'est la deuxième opération. 21. Et obligatoirement... Ça fait 21. Je n'ai pas dit qu'on mangeait celle de chiffres. On en a 21. Obligatoirement, lorsque nous étudions un cryptogramme, lorsque nous comptons les lettres, il y a toujours une qu'il faut supprimer. Alors ici, en principe, on supprime la dernière, qui est S. On appelle ça le joker. Ça n'a pas été inventé maintenant. Ça va un autre nom, excusez-moi. Je ne l'explique pas, ça va un autre nom. Ce qui veut dire qu'en supprimant, comme dans un jeu, une carte, il nous en reste 20. Ça va? Donc il y a une lettre qui doit disparaître. Alors, le chiffre 10,
le chiffre 10 qui est important, va se retrouver parmi ces fameuses fresques qui sont peintes sur la muraille de ce paradis terrestre. Donc on a ici 21 lettres moins une lettre. Une abstraction. L'amant en question va se retrouver parmi donc ces fresques qui ont été peintes sous cette muraille, et nous les avons devant nous. Nous avons la haine, la félonie, la vilainie, la convoitise et l'avarice. Nous en avons 5 autres. Nous avons l'envie, la paplerardie, c'est la gourmandise, ceux qui mangent trop, la tristesse, la vieillesse et la pauvreté. Il s'agit de 10 fresques que l'on rencontre devant soi, qui sont assez curieuses d'ailleurs, puis on peut se poser, l'amant surtout, se pose des questions. Donc, retenez bien ces 10, ces 10 moments où l'amant va se retrouver confronté avec ces fresques. Donc c'est une muraille, on l'appelle la muraille aux 10 allégories. Alors après cela, eh bien, l'amant, je vous l'ai dit, voit ces danseurs, assez curieux, vraiment il fait un film, c'est moins une introduction de film. Il est étonné qu'il y a une danse dans ce jardin. Et cette danse a un nom très spécial, c'est une carole. La carole, c'est une danse qui se danse 2 personnages, 2 par 2. C'est intéressant parce que cette danse se dansait dans les chœurs, le chœur de la cathédrale. Les moines dansaient, on ne parle absolument plus de cela. Les moines dansaient 2 par 2 en se tenant la main et ils faisaient le tour du chœur de la cathédrale. Et en chantant, pas des orémus, au moins ils chantaient en vieux français probablement, on n'a pas le texte, mais ils chantaient. Il y a bien un texte dans le roman de la Rose, mais il est très curieux. Donc, le chiffre 15 est également important, puisque c'est également ce 15 à rapport avec la danse qui va se dérouler. On met donc encore une fois ce chiffre 15, comme 1265, comme les 20 de la cryptographie, on place en réserve ce chiffre 15. Ce sont donc les personnages qui dansent la carole. Parmi ces 15 personnages, il faut en retirer 10. Ça va, on suit toujours? Il faut en retirer 10, qu'ils sont également des allégories. Ces 10 personnages sont des interventions en fresque également, mais réalisées de l'autre côté de la muraille, c'est-à-dire de l'autre côté de la muraille où les danseurs se trouvent. Alors, il doit y avoir en principe 2 hommes et 8 femmes. Nous retrouvons l'élément 10. Alors, qui sont ces gens? Eh bien, d'un côté, il y a ceux qui interviennent dans la danse et qui interviennent surtout dans l'histoire du roman de la Rose, du moins dans cette partie-là de l'histoire. Alors, quels sont ces personnages? On en a déjà parlé. On a déduit, on a parlé dans le jardin. On a amour, valet. Il y a un valet, vous allez voir des personnages que l'on n'a pas encore rencontrés et dont je n'explique rien, parce que par personnage, ça fait au moins 5 feuilles. Il y a le chevalier, 4e personnage. Il y a le bachelier, nouveau personnage également. Il y a l'amant et un valet. Voilà l'ensemble de ces personnages. On a déjà dit valet. Oui, d'accord. Le premier, c'est... Ah oui, mais il y en a 2. Ah, il y a 2 valets. Oui, il y a 12 regards, ça je vous le dirai tout à l'heure. Donc il y a 2 valets. Déduit, amour, chevalier, bachelier, un autre chevalier, l'amant, et enfin le second valet.
Alors, de l'autre côté, nous avons Liès. Bon, bref. Nous sommes dans une allégorie maintenant. On met sur le côté les personnages. De l'autre côté, nous avons les 8 femmes en question. Nous avons Liès, beauté, richesse, Ah, ça s'amuse. largesse, franchise, courtoisie, oiseuse, dont nous avons parlé tout à l'heure, et la jeunesse. On a donc en principe les allogaries qu'il faut retirer. C'est donc 8 femmes, bien 8 femmes et 2 hommes. Ah, c'est 6, 7, 8. On a donc le côté droit. Il s'agit de 8 noms au féminin. Et nous avons déduit et amour qui viennent d'intervenir. Déduit et amour qui viennent d'intervenir dans la première partie du roman. Les autres, il faut les mettre sur le côté. Valet, chevalier, bachelier, chevalier, amant et valet. Il faut les laisser sur le côté. On obtient donc 2 éléments masculins, c'est-à-dire 2 hommes, déduit et amour. Et alors, toute la liste, liesse, beauté, etc., où nous avons une réalisation de 8 femmes. La première partie du roman est consacrée à 8 femmes, parce qu'on les retrouve en allégorie de l'autre côté de la muraille, et on a 2 hommes qui sont actifs, c'est-à-dire déduits, qui appartient au jardin, et nous avons l'amour, qui n'est pas l'amant. Imaginez-vous que tout ceci, il n'y a pas de grande recherche à faire, on le trouve dans le tarot. C'est probablement, je dis probablement, ce qui a donné naissance à notre jeu de tarot. Oubliez les Égyptiens, oubliez tout ça, ce qu'on prétend que c'est là-bas. On peut comprendre très facilement, d'ailleurs, on peut reprendre ces personnages, on peut les améliorer dans un sens, mais ils correspondent à certaines cartes du tarot. On doit maintenant faire une autre opération. Vous êtes à Simorilli. Il faut maintenant, parce que nous allons découvrir un message en action. Ce n'est pas forcé. Le décryptement que nous faisons, c'est un décryptement qui passe plusieurs fois dans le roman de la rose. Mais toujours dans le même système. Le système dont on parle ici, c'est ce système-là, et pas un autre. À un moment donné, l'auteur va parler de lieux, il donnera 10 lieux, il n'en donnera pas 12, ni 8, il en donnera 10, en s'expliquant en 2-3 pages pourquoi ces 10 lieux-là. C'est toute une étude des chiffres, c'est toute une étude de l'emploi. On a débuté avant avec la margelle de ce puits. Vous voyez ce qu'on en fait, de ce jardin de l'Éden. On doit choisir 15 lettres sur la margelle. Alors on prend le message, encore une fois, Simorilli Bios, on reprend ce message, vous l'avez là vers le bas, et on en extrait 15 lettres. Comme on extrait 15 lettres de tout le reste, tout ce qui est crypté dans l'ensemble du roman. On prend 14 lettres, et c'est 15 lettres, et on laisse tomber le R, le C, le S, le U et le S de Narcisse en question. On ne tient que le NA de Narcisse. Alors la suite du roman, le 15 correspond au personnage qui dansait la carole, souvenez-vous. Donc bien tout sûr. correspond. Alors, on a trouvé nos 15 lettres, qui sont les 15 lettres importantes. On poursuit la lecture du roman de la rose par un texte donc qu'il faut découvrir dans un verger. C'est donc ça, l'ensemble des personnages dont nous venons de parler. Il y a un personnage qui est passif. Nous l'avons vu tantôt, c'est un valet qui s'appelle Doux Regard. Mais attention, le doux regard du valet, le doux se termine par la lettre Z et regard avec T. Tout cela a de l'importance. Nous n'allons pas parler de doux regard, oui, une fois seulement aujourd'hui. Le roman en question, le roman de la rose, il porte bien son nom d'ailleurs, c'est un roman d'initiation, sera employé dans toutes les formules.
toutes les formules de cryptogramme à partir de ce moment-là. Donc il faut toujours tenir le système que nous sommes en train de développer ici. C'est un peu très compliqué. Oui. Le texte complet, là, c'est ici mourut le beau Narcisse. C'est ça, hein. Ici mourut le beau Narcisse. Hein. C'est ça, hein. Ça, c'est le texte à l'origine. Remarquez qu'il y a 10 lettres dans tout regard. C'est aussi son importance. Ça va. Le valet en question, du regard, Oui, il y a précis. eh bien, il porte 2 arcs. Pas 2 flèches. Il en porte 2. C'est une indication d'un système qui était déjà en vogue par le prophète Ézéchiel en parle de ce système avec les 2 arcs. Le roi de Babylone employait ce système d'ailleurs. C'est un symbole, hein, les 2 arcs, un symbole même important. Alors, il a sur le dos, il a donc devant lui 2 arcs, et dans le dos il y a un carquois. C'est un indien. Le carquois, c'est important. Qui dit carquois dit flèche, ce qui veut dire qu'ici, d'où regard en question, il apparaît avec ces 2 flèches, avec un carquois, les 2 arcs, pardon, avec un carquois dans lequel il y a 10 flèches. Quand on veut décrypter un texte où il est question de flèches, il y en a beaucoup, c'est un autre symbole. On a vu ça il y a très longtemps, qui s'appelle la bellomancie, c'est-à-dire l'étude par le biais de la guerre. Donc, le biais, cette guerre en question est symbolisée par ces flèches qui se trouvent dans l'arc. C'est un système qui est très simple. Vous connaissez un jeu qui ressemble un petit peu à ça. On place les flèches, on les retire plutôt du carquois, et on les lance. Et de cette façon, le fait de les lancer, la figure qu'ils vont prendre, ces flèches, peut donner des indications symboliques très intéressantes. Il y a un jeu comme ça. Mikado. On lance. Mikado. Mikado. On n'a rien inventé du tout. Hein? Mais ici, ça porte un autre nom. Sur chaque flèche, il peut y avoir un autre symbole gravé ou une lettre. Hein, bien souvent, c'était une lettre. La première flèche a de l'importance, parce que cette première flèche peut fixer le sort de l'officiant. La première flèche, avec le symbole qui s'y trouve, une lettre, un dessin. Alors, en ramassant les lettres qui sont par terre, Douregard en question, qui décidément a beaucoup d'importance ici, Douregard en question va officier. Il va montrer dans sa main droite 5 flèches. Ce sont les 5 flèches à retenir. Ce sont les bombes. On appelle ça les bombes. Je ne sais pas si dans un autre jeu ça existe. Hein? Le valet prend de la main droite, il choisit 5 bonnes flèches. On ne dit pas s'il déchiffre les symboles, non. Du fait qu'il la place dans sa main droite, eh bien, ce sont les bonnes flèches. Alors, elles sont faites d'or, par exemple, ou en argent. C'est des flèches de valeur. Alors, il va prendre dans la main gauche les autres 5 flèches. Les autres 5 flèches, c'est du malheur. Hein? Ça veut dire que c'est mauvais comme l'enfer, mais il les tient dans la main gauche. Elles sont laides à mourir. Moi, c'est écrit comme ça dans le roman. Laides à mourir. Le dieu amour, dont nous avons déjà parlé, eh bien, il va transpercer le corps de l'amant avec 5 flèches, les 5 bonnes. Hein? Il y a 5 bonnes, il y a 5 mauvaises. 5, 5, 5, nous allons retrouver là 15 lettres. On a à nouveau, non, 5, 5 et 5, donc il y en a 10 de bonnes, excusez-moi, et 5 mauvaises. Dans ce cas-ci, on devra, encore une fois, décrypter ce chiffre. Le 15 correspond toujours, le 15 correspond toujours à ces 15 personnages qui vont danser la carole. Prenons ces 15 lettres. Eh bien, je vous ai parlé d'amour. Il y en a 10 dans son carcan. Amour qui lance
les flèches, et à ce moment-là, eh bien, il brandit l'arc, amour, et il lance 5 flèches d'or dans le cœur de l'amant. Ce qui veut dire que nous avons affaire à 15 mauvaises, nous avons affaire à 5 flèches en or, et les 5 bonnes qui nous donnent 15. 5 bonnes et 5 mauvaises. Il y a donc un chiffre de 15 qui revient de nouveau sur la table. Il y a 2 fois 5 bonnes alors, monsieur. Oui, c'est ça. Qui correspond au chiffre 10. Alors regardez, vous avez à nouveau le plan de la margelle devant vous, comme nous avons numéroté tout à l'heure. Vous l'avez en dessous. On va donc tenir 15 lettres. Vous allez donc entretenir depuis le C jusque A, vous avez si morili biosna. On ne s'occupe plus des 5 autres qui sont mauvaises. On tient les 10 bonnes. Puisque nous avons 15 lettres, Donc les 5 autres. les bonnes, nous prenons si morili, nous prenons biosna, et nous allons les diviser, ces 15 lettres, en 3. Vous aurez alors Simor, Ilibi, Osna. C'est pas vrai. Donc on en conserve 15, c'est-à-dire 5 mauvaises. Pour le moment, nous avons le reste, nous avons les 10 et les 15. Il nous reste donc 10 flèches, 10 lettres qui vont avoir une grande importance. Nous prenons Ça, c'est US Navy. les 5 premières, les bonnes, et nous prenons les 5 dernières qui sont les bonnes également. On oublie ce qui se passe au milieu, étant donné que ce sont les mauvaises flèches. Ilibi, c'est mauvais. Ilibi, c'est mauvais. C'est beau. Donc c'est à supprimer. Ilibi. Nous supprimons les mauvaises qui se trouvent au milieu. Ça y est. Si nous supprimons les mauvaises, les 5 mauvaises qui sont au milieu, eh bien, nous aurons Simorosna. Simorosna, qui seront les 10 flèches importantes. On décrypte sérieusement. C'est de plus en plus sombre. Les 2 fois 5 lettres donnent le chiffre 10. On retrouve, par les 10 bonnes flèches, on retrouve les 10 lettres les plus importantes que l'on devra conserver. Ces 10 lettres vont devoir servir pour décrypter le reste du roman. Si bien que Simor est important, Osna est également important, ça nous donne 10 lettres, il faut les numéroter. Comme je vous l'ai montré en bas de la première page, 1, 2, 3, 4, 5. On prend les 5 premières lettres Simor et les 5 autres Osna. Bon, il existe aussi, lorsqu'on décrypte, Non, ce sont il des existe choses qui les sont anagrammes. De tout temps. Anna, c'est le Les D-W, deux, on est en plein dedans. peut-être, oui. Et gramma, c'est toujours lettres. Donc, un besoin de mêler les lettres. Il y a également des règles pour cela. On ne peut pas enlever n'importe quelle lettre. Hein, ce serait beaucoup plus amusant sinon. Maintenant, il va falloir faire une chose, un exercice, et bien sûr, ce que nous avons fait, c'est remettre les lettres à leur place. On ne sait pas malheureusement pour qui le roman de la Rose a été écrit, ceux qui ont payé, on ne sait pas. Donc nous allons parler de l'anagramme. L'anagramme, en quelque sorte, c'est remettre les lettres en place. D'une autre façon, on peut transposer une phrase en employant toutes les lettres. On peut en supprimer également. Ça, c'est la loi de l'anagramme. On peut également faire l'anagramme strict. On appelle ça l'anagramme poétique. On prend strictement toutes les lettres, mais on donne une autre formule. Il y a 15 lettres, et dans les mélanges, on obtient autre chose. C'est l'anagramme poétique.
Simorosna, vous l'avez vu de l'autre côté, Simorosna, eh bien, on fait l'anagramme poétique, il y a 10 lettres, eh bien on a Emma sont crues. En les rétablissant, pardon, comme l'anagramme poétique. Donc, Koura, Il est là, il est en dessous. Koura, maison, par exemple, donne elles sont crues. Emma sont crues, pardon, excusez-moi. Les 10 lettres Koura, maison. Donc c'est un exemple d'anagramme. Koura, maison. On fait l'anagramme de cette phrase. Un exemple, on aura Emma sont crues. Ça, c'est l'élément d'anagramme poétique. C'est ce qu'on emploie, bien sûr, dans le roman de la Rose. Encore une fois, cours à maison, ça forme 10 lettres. Ce 10 a une importance capitale. Il faut bien sûr connaître le système qui est mis en place. Ça sera toujours le même système dans le roman de la Rose. Donc on a le système qu'on vient de voir. On doit mettre la mise en place des lettres et il faut suivre le roman de la Rose, il faut le suivre à la lettre, c'est le cas de le dire. Souvenez-vous que chaque lettre était attribuée à des personnages allégoriques, c'est-à-dire nos fameux 2 hommes et 8 féminins. 2 hommes, 8 femmes qui portaient les 10. Alors, cette Carole en question, Carole vient de Caroler qui veut dire s'enquérir de. C'est un très vieux mot français. La Carole, Kérol, sans quérir de. Parce que c'était Kérol avec QU à l'époque du roman de la Rose. Maintenant, on a mis Carole. Ce terme-là, dans le dictionnaire, d'ailleurs, c'est le terme français. Sans quérir, il y a également dans l'héraldique, on peut s'enquérir aussi. Si vous avez un blason, et je crois que c'est un des cas, c'est à Floret. Il y a dans le blason de l'abbaye, d'un abbé Floret, il y a une rose. Flore, il y a rose. Et cette rose se trouve dans un quartier du blason de l'abbaye de Floret. Cette rose, on peut dire qu'on s'enquiert de cette rose. C'est le seul élément qui a un rapport avec l'abbaye elle-même, c'est-à-dire avec le mot flore. On en a fait rose. C'est un des exemples, il y en a beaucoup plus, mais c'est celui qui me vient en tête pour le moment. Alors, qu'est-ce que c'est que cette fameuse Carole? C'est une chose qu'on a complètement oubliée, on n'en parle absolument plus, et pourtant, ça a un sens religieux. C'est curieux de voir si dans l'encyclopédie religieuse, on dit 10 ou 15 volumes, on parle de la Carole, certainement, mais il faudrait voir ce qu'on en dit. Alors, la Carole, bien, c'est très simple, c'est une chaîne de personnages, de moines, c'est une chaîne de personnages, mais dans le fond, il remplace les danseuses. Le système, nous allons le voir, c'est de passer, ils sont 10, c'est de passer d'un point à l'autre, tout autour du déambulatoire de la cathédrale. Prenons une cathédrale, le chœur. Le chœur, et bien, ce chœur va être mis en valeur et ce chœur va servir d'écrin à ces moines qui passent d'un côté à l'autre. Les moines seront numérotés, ils sont 10, et les endroits où ils vont se trouver, ces endroits seront marqués par une lettre. On a quitté le 15, les danseurs, nous avons affaire à des moines. Je vous rappelle que nous avions une formule là, qui prenait 10 lignes, Simorosna, c'est 10 lignes, 10 lettres, pardon. Ces 10 lettres vont remplacer ces moines qui dansent une carole dans le cœur de leur cathédrale. Ça, c'est le but, c'est la nouvelle vue de ce calcul. La carole est bien sûr une danse, on appelle ça une danse fermée, puisque ça se trouve dans le cœur de l'église, de la cathédrale. C'est dire que la carole est une danse sacrée. C'est pour ça qu'on doit la trouver dans le dictionnaire de l'histoire de la religion. Il se peut que dans ces 10 moines, qu'il y ait 5 éléments féminins. Vous savez que chacun dans le corps possède un élément féminin. Ce ne sont pas des petites sœurs, ce sont donc 10 moines. Pensez à nos lettres, à nos différentes lettres qui
nous donnait accès à l'existence de ces 10 allégories. Nous sommes donc ici dans une symbolique de 10. La symbolique de 10, bien souvent, c'est le chiffre de la femme aussi. C'est la raison pour laquelle, dans le roman de la Haute, eh bien, le chiffre 10 est représenté par 8 femmes et 2 hommes. C'est curieux. Donc, toujours rapport à cette danse, à la carole en question. Donc, cette danse ces danseurs se trouvent dans le chœur de la cathédrale, mais vous savez bien que dans un chœur de la cathédrale, les cathédrales ont été transformées, à l'époque baroque surtout, chaque endroit du chœur était réservé à une chapelle. Maintenant, on en a 2 sur le côté, on a le chœur qui est vide. Chaque endroit possédait sa chapelle. Il y avait donc ici, pour faire danser ces 10 personnages, il fallait obligatoirement 5 chapelles. Le chœur et 4 chapelles. Pour que ces personnages, ces 10 moines dansent, obligatoirement, ils sont dans le chœur, 4 chapelles et le chœur de l'église. C'est une danse qui devait être assez curieuse. Ces chapelles de l'abside, ainsi que le chœur, seront approchées d'une façon assez curieuse par ces moines, on y va, les moines danseurs. Les moines ne font pas que danser, ils chantent aussi, sans orchestre, sans instrument, mais ils chantent. Et ces moines, obligatoirement, vont devoir danser, chanter, a cappella, en donnant au début de leur chant, de cette strophe chantée, une lettre bien précise, c'est-à-dire un chant religieux, par exemple, 4 lettres. Le chant religieux qui a été créé pour doit commencer par une lettre qui correspond à leur danse. Ça va? Par exemple, si c'est Johannes, blablabla, leur chanson, Johannes, etc., doivent commencer par I. Par exemple, ils ne peuvent pas démarrer dans n'importe quelle chapelle. Chaque chapelle a 2 lettres. Si la première chapelle correspond à la lettre I, toujours deux lettres. Il y a une chapelle qui est la première qui commence par IU. L'emploi donc de ces lettres qu'on a retenues tout à l'heure. Donc, on a retenu C-A-I-U-R-A-M-S-O-N. C'est toujours notre même système, ces lettres que nous avons retenues. Alors, voyons cette carole un petit peu en détail. Nous avons 1, 2, 5, 3, 4. Nous avons la phrase qui nous intéresse, c'est-à-dire la lettre C-A, les lettres I-U, les lettres R-A, M-S-O-N. 1, 2, 3, 4, 5. Plaçons maintenant ces lettres dans le cœur de la cathédrale. Comme nous sommes toujours en bas, nous commençons à gauche pour arriver à droite, en ne comptant pas les pas de la danse. Vous aurez, et vous l'avez devant vous, on a attribué C-A, Simor Osna. Rappelez-vous, c'était notre phrase de base que nous allons employer pour faire tout le travail. Simor Osna. Maintenant, ils sont dans le sens vertical. À côté des chiffres, vous avez là Simor Osna qui va nous attirer l'attention pour faire cette danse. Si bien que, en bas, à gauche, on a retenu les 2 premières lettres CA, ainsi que le numéro 1. Donc la danse va débuter à cet endroit précis, en bas à gauche. Prenons le deuxième, IU, ce sera la base lettre chiffre du milieu. Nous avons RA, qui se trouve de l'autre côté, en bas à droite. Nous avons MS, qui se trouve en plein dans le cœur, et nous avons ON, qui se trouve à l'extrême droite, et qui porte le numéro 4. Nous avons toujours notre phrase, qui revient à l'extrême gauche. Cette phrase revient toujours. Et imaginez-vous que les moines en question
dansait à partir du numéro 1 vers le numéro 5, puis c'était le numéro 2. Donc le ON, c'est le 4. Et RA, c'est le 5. Donc on a CA, sous cette roue qui représente en quelque sorte la danse. Hein, dans le numéro 1. Nous avons IU qui est le numéro 2. RA qui est le numéro 5. MS le numéro 3 et ON le numéro 4. La danse se déroule d'une façon assez curieuse. Le moine devait passer de CA à MS, le numéro 3, descendre en direction de RA, ON en direction de IU et reprendre la danse. Ce qui veut, et curieusement, c'est une étoile à 5 branches qui va nous apparaître. Donc, ces moines dansaient chaque fois qu'il y avait un chant dans la cathédrale et dansaient. Ils suivaient exactement le même rythme, le même chant, mais ils formaient une étoile à 5 branches. Ça, c'est le principe de la carole. Il ne fallait pas se mélanger en cours de route. Hein. Les moines se retrouvaient à un même point et ils reprenaient la danse exactement de la même façon. On a peu de détails, François nous en donnera, si tout va bien, à son prochain passage. On a très peu de détails. Sinon que, en tenant compte des chiffres, il faut faire une opération, mais qui est très longue à expliquer. Eh bien, on obtient, en remettant nos 10 lettres, on devrait trouver le mot Saint-Maour, qui deviendra Saint-Amour. Ce qui veut dire que tout cet exercice qui nous donne toujours nos 10 lettres de Saint-Amour, avec le départ que nous avons donné, eh bien, tout cet exercice que nous avons fait jusque maintenant, c'est un nom qui est caché, c'est Saint-Amour, et Saint-Amour, c'est, rappelez-vous, l'auteur, le 3e auteur qui a écrit le roman de la Rose. C'est quelque chose d'exceptionnel. Mais à chaque page, il y en a une pareille. Voilà comment on devait décrypter le roman d'amour, le roman de la Rose, ce que je dis. Hein. Il y a une suite, on fait ça tantôt, on fait une petite pause tout de même. Il y a une suite qui est un autre message. Il est moins long. Eh bien, il y a un autre message. Imaginez-vous ceux qui ont trouvé le système, qui est toujours le même dans le roman de la Rose. Hein. C'est toujours le même genre. Eh bien, ici, extraordinaire, un homme qui est recherché, qui risque à chaque fois le bûcher, qui a écrit des livres d'alchimie. Il est le 3e auteur au roman de la Rose et il doit cacher son nom à un certain endroit. Les troubadours, les trouvères plutôt pour notre région, ont chanté sous le roman de la Rose. Et je suis pratiquement certain, c'est du moins ce qu'on m'a appris, qu'on cachait également dans ces chansons des faits réels d'actualité, par exemple. Un exemple, un trouvère a annoncé dans un château bien précis que le roi Arthur, eh bien, il se trouvait en prison. Et tous les deux, ils savaient très bien ce que ça voulait dire. Les deux, les gens du château, savaient bien ce que ça voulait dire. Là, c'était un message, il fallait retirer certaines lettres, d'une certaine façon, que eux connaissaient. Voilà un exemple, je suis certain qu'on a caché autre chose. Ce que j'ai oublié de vous dire, et c'est très important, c'est que tous les vers du roman de la Rose sont numérotés. Donc une phrase, 1590, par exemple, un peu comme dans la Bible, tout est numéroté. Ce qui veut dire que ces chiffres des vers numérotés, par exemple 1560, on doit faire obligatoirement 5 plus 6 plus 1. Ça fait 12. Le 12 est important à ce moment-là où on lit le décryptement. Je vais vous dire ça, c'est très important. Le roman de la Rose, ce sont des strophes, 4 par 4. Hein. Ça peut être chanté, ça peut être décrypté, en tenant compte que chaque série de vers est numérotée. Ce que nous avons fait là, ça porte au moins sur 2 pages, au moins sur 2-3 pages. Ces 2-3 pages sont numérotées, les vers sont numérotés.
Si vous dites que vous en avez 4, il faut prendre le total du chiffre, par exemple, 1111e vers, hein, les vers, les strophes, le chiffre ajouté l'un à l'autre, 1111, ça fait 4. Ça veut dire que le chiffre 4 est important dans les 4 lignes, dans ce petit quatrain. Donc, peut nous renvoyer dans d'autres références. Il y en a une ici, mais chez Blou. Chez Blou, elle se trouve. Il y en a une ici. Nous allons essayer, mais je vous dis la réponse immédiatement, parce que c'est beaucoup plus gai. Oui, Saint-Amour, ce que nous avons trouvé, après tout cet exercice périlleux, hein. Saint-Amour, bien sûr, le C, c'est la lettre T, hein, et amour, c'est l'anagramme, il faut l'inverser, au lieu de faire Maour, eh bien c'est amour. Imaginez-vous quelle histoire pour trouver le nom de ce Guillaume de Saint-Amour, hein, 1210-1272, qui était docteur en théologie, et Saint-Amour est né en Franche-Comté. Quelques mots sur cet auteur caché. Il était également chanoine à Beauvais et il luttait avec force contre les dominicains qui, eux, ont créé l'Inquisition. Seulement, les dominicains avaient à cette époque de plus en plus d'importance à l'université de Paris. Et cet homme a tout fait pour qu'on renvoie ces dominicains. Ça, c'est une chose. Il était bénédictin, c'est-à-dire le gratin. 1254, le pape fait une bulle, le pape fait des bulles, et il interdit finalement, comment il a fait, c'est absolument bien, il a têtu, non pas des ordres, mais il a été influencé, il décide à cette date-là de renvoyer les dominicains de l'université de Paris. Ça, c'est un pas énorme. Alors que s'est-il passé? Les dominicains se sont rejetés sur le Saint-Amour en question, en l'accusant d'être intervenu auprès du pape. C'est possible. Il va être condamné dans un premier temps, il sera arrêté, et Saint-Amour va devoir se justifier devant l'évêque de Paris. C'est déjà, et après le pape, probablement, on ne sait pas si c'est lui, il sera maintenant condamné par l'évêque de Paris. L'évêque de Paris, c'est pas un rigolo. Il va faire chasser Guillaume du royaume de France. C'est très rare que l'on voit un personnage, parce qu'il a très compétent, c'est un très grand théologue. Pourquoi? Eh bien, il est chassé du royaume. Et c'est à un moment-là qu'il va écrire un livre qui va être condamné absolument par les dominicains, des périls des derniers temps. Ça doit être un livre qui tape sur la politique, politique de l'époque, donc des périls des derniers jours. Et dans ce livre, il attaque les dominicains. C'est vraiment une arme. Il ne sait pas les sentir, il ne sait pas les voir non plus. Et chassé du royaume, malheureusement, le pape prendra une autre décision, il va être déchu. Le temps va passer, et finalement, le roi et le pape vont pouvoir l'accepter. Ils changent le jugement, et ils vont l'accepter à Paris. On va lui demander d'aller à Rome, le pape veut l'entendre, et il ira défendre toutes ses idées devant le pape à Rome. Mais bien sûr, le pape, lui, ne voit pas ça de cette façon-là, et bien lui, il va condamner son dernier livre. Il y aura une obligation, il sera puni, il ne peut plus enseigner, il ne peut plus prêcher. C'est un très sale coup qu'on lui a fait. 1272, ben, il est mort, son livre sera interdit à la vente, oui. Et les moines également lui en veulent parce qu'il a écrit un livre dans lequel il critique énormément ce qui se passe dans les couvents. Voilà, il faut faire un livre pour ça. Alors, c'est extraordinaire d'avoir caché son nom dans tout ce décryptement qu'il nous le fait. Je trouve ça extraordinaire. Donc, il serait, grâce à cet exercice, il aurait écrit une partie, je ne sais pas laquelle, une partie du roman de la Rose, qui était un roman, quelque chose d'exceptionnel au Moyen-Âge. C'est quelque chose d'exceptionnel, ce roman. Si on peut trouver des tas de choses, il y a encore des choses qui dépassent, non, certainement. Bon, alors,
le roi de France va interdire en 1632, c'est curieux, on en parle toujours, en 1632, c'est-à-dire presque 4 siècles plus tard, le roi de France va interdire les livres de Saint-Amour. Les moines vont être critiqués, on ne fait pas ça. Je trouve ça extraordinaire, hein, ce procédé, qui demande évidemment beaucoup de travail. Évidemment, il sera poursuivi de nouveau par les dominicains. C'est une balle qu'on se lance. Hein. Si on a un pape qui est un petit peu plus gentil, eh bien on le laisse. Et puis, il a dû faire des tas de choses. Hein. Saint-Amour, c'était, je dis, c'est pas un Saint-Amour. Hein. Mais voilà comment il s'est caché. Il y a une chose importante aussi, c'est que Guillaume de Saint-Amour était également évêque du diocèse de Coutances. Je vous ai peut-être déjà parlé de Coutances. Et si on monte dans le, comme je l'ai fait avec beaucoup de chance, si on monte dans le clocher, je vous l'ai dit lorsque nous avons fait le tarot, le clocher de la cathédrale à Coutances, eh bien, il y a des tas de signes, tous les signes qu'on rencontre, les cartes du tarot sont représentées dans le clocher à l'intérieur. Hein. C'est aussi curieux. Et c'est aussi curieux qu'il a été évêque de ce diocèse. C'est pas normal. On ne sait pas dater les Coutances en Normandie. Oui. En Normandie, j'ai eu la chance d'avoir ça, j'étais avec Saint-Hilaire, on est monté là tout en haut. C'est très 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 difficile. Il connaissait quelqu'un sur place. Et on voit toutes les représentations du tarot. C'est assez fascinant. Donc il y a quelqu'un tout de même qui a installé ça, un petit peu comme ici, quoi. Bon, alors je vous passerai un nouveau décryptement. Hein, et je vais vous donner un exemple que j'ai copié. C'est également un exemple, il sera beaucoup plus court parce que j'ai oublié tout le reste. Hein, celui-ci, je l'ai élagué. Alors, il y a une façon, on va trouver maintenant un nouveau système qui est toujours le même. Il y a le mot que nous retournons, Simor Osna, on le retourne et on a Romik Ansua. Hein? Nous allons encore avoir une indication sur le personnage de Guillaume de Saint-Amour. Donc, on retourne Romik Ansua. Le jeu veut que l'on supprime, on supprime les quatrièmes parts du nouveau rébus, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 numéros là, 1, 2, 3, 4, 5. On supprime le 4. 1, 2, 3, 4, 5. On supprime la quatrième qui est le I. Ça va? Vous voyez où c'est, hein? En dessous de la danse. A-N-S-U-A. On supprime de nouveau la quatrième. Donc on retourne, on a Romik Ansua. On enlève quatrième chiffre, quatrième lettre. C'est-à-dire qu'on supprime le 4, le I et le U. Et on double le troisième chiffre. Automatiquement, vous allez apercevoir devant vous la fameuse date de 1265 que nous avions au début. Donc c'est une date clé. On retrouve dans le fond 8 bonnes lettres qui pourraient correspondre à autre chose. Hein, c'est-à-dire R-O-M-C, A-N-S-A. Ce sont les 8 considérés comme, et vous verrez plus loin, les 8 bonnes lettres. Nous avons à nouveau, ce C-M-O-R, A-S-M-A, c'est ce qui nous reste. Hein? Oui. Il y a de nouveau l'anagramme qui va jouer, et nous avons dans C-M-O-R-A-S-M-A, en le mettant dans le bon ordre, on aura Amorosam. J'aime la rose. Elle est bien accusative. Est-ce une référence au roman de la rose? Ou bien, est-ce que Guillaume de Saint-Amour était Rose-Croix? C'est pas un peu tôt? Non, ça existait déjà. Ouais. Oui, alors en 1000, on ne les appelle pas des Rose-Croix. Ah, mais si le fait
Au XIIIe siècle, il y avait des roses Comment comment il s'appelle Oui, oui, absolument, mais c'était très, très, très privé. Mais eux prétendent qu'il y en avait dans l'ancienne Égypte. Ah bon? Oui. Oui, oui, mais ce sont des prétentions. Hein. Ce sont des prétentions ici. Hein. Mais à cette époque-là, oui. Alors, cette lettre, ou il y a un autre système. Je ne crois pas qu'on a vu ce système en voyage un jour. Si vous allez à l'église Saint-Pierre, Dans ces cas-là. non, c'est pas Saint-Pierre. Je ne sais plus quel saint, en fait, ça ne fait rien. À Beauvais, C'est une prière. si vous vous souvenez bien, il doit y avoir des anciens ici, que sur le côté de la grande nef, à l'extérieur, il y a ce qu'on appelle une roue de fortune. Oui. Il y a des personnages qui se trouvent. Mais en principe, cette roue doit tourner. Hein? Vous avez un nouveau message si on place Amorosa sur cette roue qui doit tourner. Donc, j'aime Déméter. Mais je la crains. Voilà. Il faut dire que Et la sœur d'Héraclès. toute cette partie de ce roman de la rose, il y a une partie secrète que l'on peut à nouveau, mais tout est secret, mais il y a une partie vraiment secrète. Et cette partie secrète, on l'appelle le noyau. Le noyau a beaucoup d'importance dans l'initiation. D'ailleurs, il y a une phrase de l'époque qui dit que quand on mange un fruit, on mange la bonne partie, mais il ne faut jamais jeter le noyau. Jamais. Parce que dans l'anneau, dans le noyau, en le brisant, on trouve une amande. Et ça, c'est le but de l'initiation, c'est manger la chair du fruit, casser le noyau et vous retrouvez une amande. C'est ça l'initiation. Voilà comment au XIIIe siècle, et ça se trouve dans le roman de la rose aussi. Voilà comment au XIIIe siècle, on parlait de l'initiation. Ça n'a pas changé. Ensuite, l'image a peut-être changé. Mais c'est ça, le but du travail, c'est obtenir l'initiation. Alors, Guillaume de Loris prétend, dans un autre vers, que cette amande a donné naissance à la fontaine du jardin de Déduis. Déduis, je crois, de Déduis. Voilà, c'est un retour à l'origine. L'amande qui se trouve, qui est l'initiation, a donné naissance à cette fontaine de la vie, qui se trouvait dans le jardin de Déduis. Et c'est un éternel retour, c'est le symbole de la roue de fortune. On y est enfin. Les roues de fortune, malheureusement, il n'y en a plus beaucoup. Il n'y en a plus beaucoup, je ne connais que celle de Beauvais, qui se trouve à l'église Saint-Pierre, la cathédrale à Beauvais. Oui, c'est pas dans la cathédrale. Ah, c'est pas pardon. loin, mais c'est pas dans la cathédrale. Et là, il y a une roue de fortune. Il y en a plus d'autres. C'est le temps qui passe. Hein. Il y a chaque fois des éléments qui sont représentés. Hein, en principe, ça doit tourner, ça tourne autour du soleil, mais je n'ai plus le nom de cette église. Qui est dans le tarot aussi, hein, la roue de fortune. Ah ben oui, absolument. Oui, mais on retrouve tout. Hein. Tous ces éléments vont être captés. Le tarot, on peut prétendre à une origine un peu après l'an 1000, mais certainement pas avant, puisqu'on n'en parle nulle part. Nulle part. Alors bon, mais il y a des traces partout. Il y en avait des dizaines dans le roman de la rose, hein, des traces comme ça. Il y en a 10. Je vous ai donné 2 cas. Le nom d'un théologue, d'un écrivain, hein, et je vous ai donné le mot qui se fait sortir, j'aime la rose. Donc vous remarquez que dans ce roman de la rose, c'est bien sûr la rose qui est l'élément principal. Hein, on l'accueille, on la trouve dans le puits, hein, et puis il y a un derrière là, qui va l'enfermer dans une tour, pour que personne ne puisse l'approcher. Imaginez-vous, on terminera là-dessus, imaginez-vous que le fameux Carré-Sator dont on a parlé, le système Carré-Sator fonctionne également en analysant certains mots que nous avons étudiés du roman de la rose. Le Carré-Sator existe, il existe depuis l'Antiquité, mais il y a d'autres systèmes exactement le même qui existent à l'époque du roman de la rose.
Et ces systèmes se trouvent uniquement dans le roman de la Rose. Encore une fois, il faut numéroter un des vers, et avec le chiffre, on va faire quelque chose qu'on va retrouver de certaines lettres. Il y en a même un qui fait 1, 2, 3, 4, 5, comme Sator, dans le carré Sator. Sator, par exemple, eh bien, c'est inversé, c'est mis de l'autre façon. Il n'est pas question de Sator, mais le système est exactement le même. Donc il faut découvrir ce que certains appellent un carré magique. Et ce carré magique, eh bien, on peut l'employer dans toute une série de vers. Donc, le carré Sator, c'était un carré Sator, arepo, tenet, opéra, audace, 5 phrases. Le semeur tient la charrue. Donc, on a Sator, arepo, tenet, opéra, rotas. Vous connaissez le système, je crois, non? Vous inscrivez Sator, latin, S-A-T-O-R. En dessous, vous prenez arepo. Donc, en dessous du mot Sator, A-R-E-P-O. Troisième ligne, T-E-N-E-T, Tenet. Quatrième ligne, opéra. Et cinquième ligne, rotas. On ne sait pas la formule exacte. On dit que c'est le semeur, etc. On ne sait pas exactement. N'empêche, ça existe à l'Antiquité. Beaucoup, à Pompéi, on en a découvert un très beau d'ailleurs, et dans nos régions aussi, mais ceux-là ne sont pas anciens, ils datent du XVIe siècle. Alors, vous prenez n'importe quelle partie de ce carré magique, eh bien, les mots reviennent, prenez l'extrême gauche, Sator, arepo, tenet, opéra, rotas, dans l'autre sens. Ça va? Tenet, ah oui, c'est tenet. Alors bon, arepo, là, dans le sens, mais dans n'importe quel sens. Donc il y a des exemples, on retrouve cet exemple du carré Sator dans le roman de la Rose, avec d'autres lettres. Par exemple, vous avez le vers 12 296, 5 chiffres qui doivent correspondre à 5 lettres. Au vers suivant, vous avez un autre chiffre, dont il faudra diviser, etc. Mais les chiffres doivent correspondre aux lettres qui ont été choisies pour faire ce qu'on appelle un carré Sator, mais qui ne devrait pas porter ce nom-là. C'est le système, ça. Que dire encore du carré Sator? Oui, c'était... Dans le fond, c'est là que se termine le roman de la Rose. Alors, carré Sator, il va servir pour donner des messages. Là, c'est autre chose, on ne cache pas, va servir pour donner des messages. Ça veut dire que, par exemple, si vous placez une fourche, par exemple, S-A-R-E-P-O-R, eh bien, vous obtiendrez, par exemple, toutes les lettres du Paternoster. Donc, c'est un signe de ralliement chez les premiers chrétiens. On y place un poisson, les lettres qui sont cachées par le poisson, c'est également un signe que les chrétiens employaient. Donc on peut faire n'importe quoi avec ce carré. Une encre également, vous voyez, qui est le premier symbole chrétien, c'est l'encre. On peut tout faire avec cela. Donc c'était un secret que les chrétiens connaissaient, mais les Romains aussi connaissaient le système et les Grecs aussi. Donc on y cachait des messages. Et je pense que en lisant le roman de la Rose, finalement, on rencontre plusieurs fois ce même système, basé sur des chiffres, 5 sur 5, et sur des lettres. Quel élément qu'on devait mettre au milieu, peut-être une rose, je ne sais pas. Mais j'en ai vu plusieurs qui ressemblent à celui-là. Le système de ce carré magique va disparaître et va renaître au XVIe siècle. Ça va renaître et on l'emploiera à un autre usage à partir du XVIe siècle. Mais c'est un élément qui est très important. D'ailleurs, le mot tarot, c'est rotas qu'on va retrouver là. On fait l'inverse, et on a un T. Encore voilà, le tarot pourrait venir de... On pourrait faire comprendre, c'est ça, Thoras, ça fait tarot. On va les flotter. C'est la 5e lettre. C'est le premier tarot qui va servir pour la première fois en 1410. Mais l'histoire raconte, j'en ai déjà parlé, que celui qui a introduit le tarot dans nos régions, c'est le pape Jean XXIII.
Le premier, hein, Jean 23. Ce premier pape, Jean 23, au concile de Constance, 1410 jusqu'en 17, je crois, très long concile, le plus long de l'histoire, eh bien, il va être emprisonné, il va réussir à s'échapper, et il va faire la connaissance de Bohémiens, une caravane de nombreux Bohémiens, et les Bohémiens vont aller le cacher d'abord, première chose, et ils vont lui apprendre le jeu de tarot, que c'est un message, le tarot, c'est pas un jeu de cartes, ce sont des messages. Il va instruire le pape Jean 23 de ce système tarot. Il y aura donc maintenant un code pour correspondre. N'oubliez pas que les Bohémiens peuvent aller sur tous les champs de bataille, hein. Aussi bien à gauche, du côté gauche, du côté de droite. C'était un privilège, comme les trouvères d'ailleurs. Alors évidemment, ils jouaient le rôle d'espion. Ils donnaient des messages avec leur carte. On dit, c'est pas la bonne aventure, hein, ça s'est fait par la suite. Mais ici, on lance des messages. C'est un jeu d'espion, en quelque sorte. Et le pape, grâce au jeu de tarot, il a été sauvé. Alors, il a remercié les Bohémiens, hein, qui l'ont sauvé, en quelque sorte. Et il a pris le jeu de tarot. Il y a deux choses. Il a permis aux Bohémiens de voler dans les magasins leur nourriture. C'est depuis Jean 23 qu'ils peuvent voler entre nous. Et c'est peut-être encore une trace de ce qui se passe maintenant. Hein. Et deuxième chose, Jean 23, c'est un peu plus tard, il va adopter dans la symbolique, il va adopter les signes du tarot. Et on en verra certains à partir de 1410. On en retrouvera certains. Cette symbolique a été adaptée dans les églises, à l'extérieur des églises, je vous en montrerai, dont des roses, énormément de roses que l'on verra. On verra ça une prochaine fois. Je vous remercie pour votre bonne attention.